Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'être là. Je viens de finir, c'est pas moi qui viens de le faire, mais bon, je les ai suivis. 4 fins de semaine consécutives complètement folles, des championnats provinciaux, des championnats nationaux. Wow, quel thrill, quel moment extraordinaire, quelle saison encore une fois. On a assisté au couronnement des Stingers de Concordia, l'équipe féminine de hockey. Bravo à elle, bravo à Julie Chu, Caroline Ouellette et sa gang. Franchement, une saison formidable qui se couronne de la façon dont on s'attendait. On a aussi vu les Patriotes de l'UQTR se battre jusqu'en finale, essayer d'empêcher les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick d'avoir une saison complètement parfaite. Ils n'ont pas réussi, mais quelle belle run de leur côté aussi. Les Carabins de l'Université de Montréal en hockey féminin qui ont été chercher une 3e place. Les Redbirds de McGill qui vont aussi chercher une 3e place. On a, pas compliqué là, on a 7 équipes de hockey au Québec universitaire, gars et filles mélangés. Il y en a 70 dans le Canada au complet, gars et filles mélangés. Bien, sur nos 7, on en a envoyé 4 parmi qui ont embarqué sur des podiums. Donc, 4 des 6 meilleures équipes au Canada sont des équipes universitaires de hockey québécoises. Donc, un gros coup de chapeau à nos équipes, à nos coachs, à nos joueurs, joueuses. Franchement, ça a été des magnifiques saisons. Toujours un énorme plaisir de suivre ce niveau de jeu-là et surtout de vous voir atteindre les plus hauts niveaux et les plus grands succès. Fait que bravo à vous autres. Je veux dire un bravo aussi parce qu'en fin de semaine, c'était les championnats canadiens de volleyball masculin, féminin. Le Vert et Or de Sherbrooke, qui était favori toute l'année, numéro 1, qui s'en va en finale et malheureusement, perd la finale 15-13 au 5e set. Crève-cœur au possible, mais contre une équipe des Golden Bears de l'Alberta tellement puissante, tellement grande, tellement haut niveau. Franchement, c'est un grand match de volleyball. Ça a été extraordinaire. Décevant, évidemment, pour la gang du Vert et Or, mais que partie remise. Ces gars-là en étaient à leur 3e année. Ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble. C'est médaille de bronze, médaille d'argent au championnat canadien. Leur première médaille d'argent, l'année passée, ils avaient perdu en 3 sets consécutifs. Cette année, ils perdent en 5. Écoute, puis c'est le même groupe. Ça va être encore le même noyau, le même groupe qui va être là l'an prochain. Ils vont être dus. Ils vont être dus, tout simplement. Bravo aussi aux Rouges et Or de l'Université Laval qui étaient présents dans le tournoi masculin. Ils se sont rendus en finale consolation. Malheureusement pour eux, en première ronde, jouaient justement contre l'Alberta, mais était diminué. Nicolas Fortin, l'attaquant numéro 1 de l'équipe, qui malheureusement était atteint d'un virus, donc n'a pas pu jouer. N'empêche, Rouge et Or a donné une belle opposition, une défaite en 4 manches malheureusement, mais quand même du beau volleyball. Les Carabins, au niveau féminin, malheureusement, ça a été des défaites, mais on s'est bien battu. On a représenté le Québec du mieux qu'on pouvait, puis on a offert du bon jeu. Écoutez, c'est ce qui arrive quand on arrive là, c'est les plus hauts niveaux. La marge d'erreur est ultra mince. Mais encore une fois, des belles saisons, des occasions de nous voir, de nous montrer du très bon jeu, d'aller se compétitionner contre les meilleures équipes. C'est tellement trippant de regarder ce niveau de jeu-là. Fait qu'on a eu ça en fin de semaine. On a eu aussi les championnats canadiens de basket collégial, les Cheetahs de Vanier, qui ont été éliminés dès le départ. Sont allés en finale pour non, pas en finale, sont été éliminés en demi-finale pour le bronze. Tandis que du côté féminin, les 2 équipes du Québec, les Géants de Saint-Jean, les Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert, se sont qualifiés pour la finale de bronze, pas la grande finale, la finale de bronze. Donc, on avait un match pour le bronze qui était tout québécois, puis ce sont finalement les Cavaliers, nos championnes du RSEQ, qui ont réitéré leur victoire encore une fois contre Saint-Jean, sortent de là avec une médaille de bronze canadienne. Chapeau les filles, chapeau à George Germanos, le coach des Cavaliers. Vraiment une belle saison, des belles prestations. C'était excellent de voir tout ça en fin de semaine. Ça fait beaucoup de sport, ça fait beaucoup de matchs, ça fait un paquet de choses à suivre. En même temps,
Donc, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Merci à tout le monde pour les beaux moments. Et ceux qui ne sont pas encore embarqués dans cette fièvre, embarquez l'an prochain. Embarquez l'an prochain. Je sais que ceux qui m'écoutent sont probablement déjà des fans, des convertis. Essayez de convertir une personne, de regarder un seul match de ces tournois-là à partir de l'an prochain. Vous le savez. Vous savez ce que c'est, ils ne seront pas déçus. Donc, je veux leur dire un gros bravo à tout ce monde-là. Aujourd'hui, au menu, on parle de hockey féminin, évidemment, avec Léa. Donc, on revient évidemment sur les prestations des Stingers et des Carabins. Mais également, on parle des séries éliminatoires au hockey collégial féminin, alors que les Blues de Dawson de Léa se sont qualifiés pour la demi-finale en battant le Boomerang d'André Laurando en première ronde. On a aussi un tour d'horizon de où on en était avec les séries éliminatoires, la première ronde au hockey collégial masculin. Au moment où on a enregistré ça, il y avait 2 séries qui n'étaient pas finies. Au moment où je vous parle, où vous regardez ça, où je dépose ça publiquement, il y a une de ces 2 séries-là qui a pris fin. Donc, on vous parle de tout ça. Et puis, entrevue de la semaine avec la joueuse par excellence du championnat canadien de hockey féminin universitaire, les Stingers de Concordia, Jessie-Maude Drapeau. Restez là. Salut Léa, comment ça va? Salut, ça va bien, merci, toi? Très bien, merci. Je suis content de te parler parce qu'évidemment, l'effervescence est là avec le hockey féminin puis la grande victoire des Stingers de Concordia au dernier championnat canadien universitaire en fin de semaine. Effervescence, oui, peut-être les attentes étaient là aussi, mais quand même, il fallait le faire. Mais ce n'est pas juste les Stingers, puis on va en parler, mais c'est aussi les Carabins qui finissent 3e. Ça a été une grosse fin de semaine pour notre gang du hockey universitaire féminin québécois. Je ne vais pas me demander si tu as vu les matchs. Je présume que tu as assisté à tout ça, tu as vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en as retenu justement de ce parcours extraordinaire des Stingers dont on a parlé toute l'année, mais plus précisément là, au championnat canadien, on les a vus une équipe, en tout cas moi, que j'ai perçue ultra dominante en contrôle de A à Z. Oui, ben écoute, les Stingers ont fait ce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent, gagner le championnat national. Je pense qu'ils l'ont prouvé au courant de la saison que cette équipe-là était la meilleure équipe du RSEQ, puis là, ils ont prouvé qu'ils étaient la meilleure équipe. Au Canada, ils ont été classés première toute l'année, puis là, ils ont pu prouver à tout le monde pourquoi. Félicitations à eux, c'est vraiment un bel accomplissement. Ils sont allés en finale 3 fois, 2 victoires dans les 3 dernières années. C'est incroyable ce qui est en train de se passer avec ce programme-là. J'ai regardé la finale, juste la 3e période, le début de la première puis la 3e période parce qu'on revenait de Limoilou, donc j'étais dans l'autobus. Puis, tu sais, ils ont joué, de ce que j'ai vu, là, ils ont joué la game qu'il fallait qu'ils jouent s'ils voulaient gagner. Puis, bravo, vraiment, là. Le petit but à la fin devait être décevant un petit peu, là. Je pense qu'ils auraient voulu garder le jeu blanc pour leur goaler, mais vraiment un beau match. Puis, bravo, Stingers, vraiment. Oui, puis le but à la fin est à 47 secondes de la fin. Fait qu'ils n'ont pas le temps longtemps d'être déçus d'avoir donné le but parce que le party a dû embarquer assez vite. Écoute, c'était juste formidable. Tu sais, c'est ça, on en a parlé toute l'année de cette grande équipe-là, puis elle a juste fait, comme tu dis, ce qu'elle avait à faire, mais c'était beau de les voir jouer dans ce tournoi-là, puis tu dis, OK, c'est pas juste au Québec qu'elles ont fait ça, là, elles ont fait ça contre les meilleures équipes au Canada, match après match, puis c'était juste de l'excellence sur la patinoire, puis ce qu'elles ont fait au Québec, elles l'ont refait au championnat national. J'ai été très impressionné, malgré tout, parce qu'on a beau avoir des attentes qu'elle le fasse. C'était de les voir faire ça contre de nouvelles équipes. Puis c'est le contrôle dans lequel ça se passait. J'avais l'impression vraiment, je dis, OK, cette équipe-là, oui, les matchs finissaient pas 7-1, finissaient 3-1 les 2 derniers, mais bon, comme tu dis, le fameux dernier but, c'était 3-0, mais jamais on avait l'impression que cette équipe-là était dans une position où
justement un peu stressantes ou est-ce que ça allait, non, elles étaient sans contredit meilleures que leurs adversaires match après match. Oui, puis en finale, ils ont marqué le premier but tellement rapidement, là, moins de 2 minutes après le début du match, c'était 1-0 pour les Stingers. Fait que c'est sûr que ça te met en confiance. Puis après ça, la gardienne de Toronto a gardé un solide match. Là. Oui. Elle était vraiment très bonne. Donc, d'avoir les devants 1-0 rapidement, même si la gardienne de but est excellente de l'autre côté, c'est sûr que ça te joue moins dans la tête que si c'était 0-0. Donc, c'est les gros canons des Stingers qui ont produit. Émilie Lucier qui marque le premier but, un but en avantage numérique pour le troisième. Je pense que c'est Jess Maud qui marque le deuxième. Donc, les meilleurs joueurs ont été les meilleurs, puis ils en sont sortis gagnants en bout de ligne. Puis, à la fin, tu dis Jessie Maud, mais Jessie Maud, elle est nommée joueuse par excellence du tournoi. D'ailleurs, on va la recevoir en entrevue. Je l'ai mentionné en introduction, mais en introduction du podcast, mais là, je vous le rementionne. On la reçoit en entrevue comme entrevue de la semaine. On aurait pu avoir Amy Fecteau, Rosalie, on aurait pu avoir Émilie, on aurait pu avoir Léonie Philbert, il y en a la quantité d'excellentes joueuses qu'il y a là, Émilie Lavoie, en tout cas, on peut en nommer sans arrêt. Puis c'est ça, c'est Jessie Maud, une autre. Dans le fond, c'est juste, il y a des gros noms, puis là, paf, dans le fond, tu te dis, OK, ben c'est vrai, Jessie Maud, c'est un autre gros nom de cette équipe-là. C'est sans arrêt, c'est qu'il y a du talent, puis on a aussi parlé de la gardienne. Regarde, c'était Ariane Leblanc qui était la gardienne numéro 1 toute l'année. Et Jordan Verbeek, ça joue assez bien pour se retrouver sa première équipe d'étoiles du tournoi. Elle a été excellente. Qui aurait pu dire que cette fille-là était la gardienne numéro 2? C'est juste cette profondeur-là est partout. Oui. On l'a mentionné souvent au courant de l'année. Là, c'est une équipe qui était remplie, qui avait beaucoup de profondeur, et ça à toutes les positions. Puis on l'a vu au courant des séries ici dans le RSEQ et au championnat national. Cette profondeur-là leur a permis de se rendre au bout puis de jamais être ébranlés par les blessures. Ils ont perdu un joueur important, Moquin Joubert, là, en finale. Oui. Elle s'est blessée. C'est une joueuse ultra importante pour cette équipe-là. Ça n'a même pas paru qu'elle n'était pas là. Fait que cette profondeur-là leur a permis vraiment de surfer sur toutes les blessures puis de s'en sortir quand même. Là. Exact. Fait que, sans vouloir passer notre temps à nous répéter, mais bravo aux Stingers. Puis je pense qu'elles ont fait, comme tu as dit, tu as résumé, je pense, l'affaire, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, puis elles l'ont gagné. Je veux qu'on prenne aussi du temps pour souligner le travail, puis les performances, les résultats des Carabins. Carabins qui finissent 3e dans la saison régulière au RSEQ, mais arrivent en série, font le travail contre Bishops, éliminent Gabriel Santerre et sa gang, qui, soit dit en passant, Gabriel Santerre, pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas, elle avait été nommée joueuse par excellence au Québec et recrue de l'année au Québec, ce qui était déjà quelque chose, mais elle a fait la même chose au niveau canadien. C'est la première fois dans l'histoire que pour un sport collectif, une étudiante athlète est nommée joueuse de l'année et recrue de l'année en même temps au Canada. C'est quand même tout un exploit. Bref, fait que je voulais le souligner. Les Carabins l'ont battu, elle et sa gang de Bishops, pour se rendre au championnat canadien. Les Carabins ont un parcours extraordinaire, elle aussi, au championnat canadien, quand tu regardes ça. Battre l'équipe numéro 2, UBC en première ronde, une grosse victoire, après avoir été quand même taloché dans le dernier match de la finale au Québec, là, aurait pu être ébranlé. Non, ça vont gagner ce match-là. Après ça, au deuxième match en demi-finale, elles perdent en tir de barrage. Elles auraient pu se retrouver et aller jouer une partie revanche contre les Stingers. Mais bon, elles perdent ce match-là en tir de barrage. Puis pour la 3e place, écoute, elles perdent 1-0, une bonne partie du match, mais à 25 secondes de la fin, c'est la recrue Joanie Garant. Juliette Roland. Oui, Juliette Roland. Je savais bien que Joanie Garant n'était pas recrue. Juliette Roland qui s'en va marquer le but à 25 secondes de la fin, puis créer l'égalité. Puis c'est les Carabins qui s'en vont gagner ce match-là en tir de barrage pour aller chercher la médaille de bronze. Isabelle Leclerc me partageait après le match, me dit, écoute, ça va rester dans mes excellents souvenirs
de ma carrière de coach avec les Carabins, c'est sûr, cette performance-là. Regarde, c'est fantastique, ça aussi, là. Si tu m'avais dit, Phil, après leurs 5 premiers matchs, que les Carabins gagneraient une médaille au championnat national, je t'aurais jamais cru. Ils ont tellement commencé l'année, on dirait qu'ils se demandaient ce qui se passait. Ils avaient perdu un gros morceau en Andréane Veillette. Kelly Kennec qui était plus là aussi. Tu sais, c'est des gros morceaux qu'ils ont perdu. Oh oui. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu déstabilisés peut-être en début de saison, mais de les voir accomplir ça et d'aller chercher une médaille de bronze, je suis tellement fière d'eux. Ça n'a pas été une saison facile. Ils ont passé à travers des hauts, des bas. Vraiment, là, de battre UBC à leur premier match, que c'est eux qui avaient gagné contre les Carabins l'année passée au Sepsum pour la médaille de bronze. Ça devait tellement être une satisfaction incroyable. Puis, comme tu dis, la défaite en fusillade dans leur match numéro 2, moi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, on va avoir une finale complètement québécoise. Puis là, avec les gars en plus qui performent super bien, on était sûr qu'on allait avoir une finale québécoise, mais finalement, ça s'est décidé en tir de barrage, qui d'ailleurs, moi, je déteste ça, là. Des matchs de cette importance-là qui finissent en tir de barrage, mais bravo aux Carabins. Ils ont fait preuve vraiment de résilience tout au long de la saison. Pour Isabelle Leclerc, Marie-Ève Ruel, les entraîneurs, chapeau. T'sais, ils ont perdu des joueurs importants, les Carabins, mais ils ont perdu des entraîneurs importants aussi. Là. Mitch Giguère a quitté, Stéphane Poirier a quitté. C'est des gros morceaux de cette équipe d'entraîneurs-là. Puis d'être capable de se relever comme ça, d'aller gagner une médaille de bronze, honnêtement, chapeau aux Carabins. Là. Quand on dit Defense wins championship, c'est peut-être pas un championnat, mais c'était une équipe qui avait un noyau défensif tellement solide, tellement fort, qui ont eu de la misère à marquer des buts, mais rendu dans les moments importants, cette équipe-là a su justement se concentrer sur sa force puis réussir à gagner des matchs importants. Non, ça a été une belle ride pour nos équipes du Québec, ce tournoi-là. Puis on pourrait en parler aussi au niveau des hommes, là, comme tu l'as effleuré, les Patriotes de l'UQTR qui ont perdu en finale contre probablement... Si les Stingers sont dominantes chez les filles, là, les Reds de UNB, je pense que c'est une autre coche de plus encore même chez les gars, c'est incroyable. Mais bref, les Pats finissent deuxième, les Redbirds de McGill finissent troisième. Fait que nos équipes québécoises là, au niveau universitaire canadien en hockey, ça a été formidable. Mais si tu as effleuré là, le UNB là, qui a tout gagné, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, ils ont absolument aucune défaite là, dans leur saison régulière, leur match hors concours, les séries éliminatoires et au championnat national. Mais ils n'ont accordé aucun but dans tout le tournoi canadien. C'est fou. Exactement. Mais s'il y a une équipe au féminin qui serait capable de le faire, les Stingers, d'après moi, ils s'en vont là d'ici peu. Là. Parce qu'à voir leur structure puis comment c'est bien bâti, je ne serais pas surprise que ça arrive. Là. Oh, c'est le même genre de domination. Là. Je dis une coche de plus parce que la statistique fait que c'est un peu plus, là. Mais dans les faits, là, c'est le même genre de choses. Tu n'as pas le goût de les accrocher. Tu sais que, écoute, c'est un autre niveau. Là, clairement, c'était des équipes qui ont, des deux côtés, dominé leur saison au complet. Puis c'était juste la logique qui a suivi, mais en réalité, c'était la façon dont ça s'est fait. Là, dans les deux cas, c'était extraordinaire. Parlant de séries et de championnats et tout, on va faire un tour évidemment du côté collégial, voir ce qui se passe. Raconte-nous, vous avez gagné votre série, vous autres de votre côté, contre le Boomerang d'André Laurando pour vous qualifier pour la demi-finale. Raconte-moi cette série-là là, de 2 victoires serrées contre le Boomerang. Oui, notre premier match à Verdun, match super serré. Ça a fini 1-0 en notre faveur, mais honnêtement, André Laurando a joué un fort match. Puis nous, notre exécution n'était pas bonne. On a quand même été chanceux de s'en tirer avec la victoire. C'était vraiment pas notre meilleur match. On était contents de partir de là avec la victoire, mais du côté des entraîneurs, on n'était pas très satisfaits de notre performance. Le mardi d'après, on joue à Kanawaki. Déjà de jouer un mardi à 6h à Kanawaki. Il y a plein d'affaires qui étaient différentes pour les deux équipes. De jouer un match à domicile, mais il faut que tu prennes l'autobus quand même. Ça aussi, c'était spécial. On arrive là, un match commence, on s'attend à un match serré.
en début de première période, selon moi, la meilleure joueuse d'André Laurando, Doriane Allais se fait sortir pour un coup de genou, je pense, la punition qu'il y a eu. Donc, elle se fait sortir et André Laurando a un 5 minutes d'avantage numérique, de désavantage numérique, pardon, et réussissent à marquer pendant ces 5 minutes-là. Ils prennent les devants à 0. De notre côté, une mauvaise exécution qui se ramasse à un dégagement refusé. On est pris dans notre zone et directement sur le face-off marque un but. C'est un gros but pour eux. Mais nous, on n'a pas continué, on n'a pas baissé les bras, on a continué à travailler. Puis en fin de match, là, il est arrivé, là, c'est sûr que les gens qui suivent le hockey collégial doivent avoir vu là, la confusion qui est arrivée. Là. En fin de match, là, il reste, selon moi, quand j'ai levé les yeux, c'était autour de 13 secondes. Il y a une bataille dans le coin, l'arbitre siffle, lève les bras, je lève les yeux, je vois 13 secondes. Mais là, c'est une vieille aréna à Kanawaki. Hein? Donc, le tableau des marqueurs ne marche pas très bien. Fait que nos marqueurs ont de la difficulté à arrêter le temps, donc le temps continue à descendre. Donc là, évidemment, tout le monde dans l'aréna se met à crier, le temps. Nous, au banc, on mentionne au marqueur que c'est 13 secondes. Après ça, l'arbitre va voir. Bon, 13 secondes fait du sens. Mais là, finalement, on voit 24 secondes au tableau. Là, nous, on est derrière le banc, on n'est pas sûr de comprendre. Puis, on dit, OK, 24 secondes. Est-ce qu'il a sifflé? Puis, on ne l'a pas entendu parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans l'aréna. En fin de match, on a une bataille dans le coin. On ne l'a pas entendu. Puis, finalement, il a sifflé à 24 secondes. Peut-être. Mais tu sais, nous, on ne va pas se plaindre. Là. C'est 24 secondes. C'est là, on voit que du côté d'André Laurando, Philippe n'est pas content, parle à l'arbitre, mais ça ne change pas, ça reste 24 secondes. OK, tu sais. Et là, sur la mise en jeu, on gagne la mise en jeu. Le jeu parfait, là. J'ai une image, là. Joey avait dessiné un jeu sur le tableau, mais c'est exactement ça qui s'est passé. On a pris en photo le tableau après parce qu'on trouvait ça incroyable. Le jeu qui était dessiné s'est passé sur la glace. On marque le but. Mais là, bon, si ça avait été 13 secondes sur le tableau, on aurait quand même eu le temps de marquer. Donc, oui, il y a le 24 secondes, c'est une erreur, mais on aurait quand même eu le temps de marquer. Est-ce que ça aurait été un but? On ne sait pas. Avec la pression et tout, c'est sûr que c'est différent. Mais là, on marque, on égalise le match et on s'en va en prolongation. Prolongation, c'est 10 minutes à 4 contre 4. Ça joue d'un côté et de l'autre. Nous, on prend une punition. Fait que là, André Laurando sont en avantage numérique. Nous, on est comme, il faut survivre à ça. On s'en sort. Puis finalement, il restait quoi, une quinzaine de secondes quand Mariana Tooms-Vite a scoré pour nous permettre de gagner ce match-là. C'était un match de fou dans une confusion en fin de match. Et là, après le match, bon, on a croisé le superviseur des arbitres qui était là. Moi, j'ai posé la question. J'ai dit, je peux-tu juste comprendre c'est comment on s'est ramassé à 24 secondes? Et il m'a répondu que c'est une des juges de ligne qui a mentionné que c'était 24. Fait que c'est une erreur d'arbitrage. OK. En bout de ligne, c'est une erreur d'arbitrage et on ne peut pas faire. Tu sais, il y a des erreurs au niveau des punitions, il y a des erreurs au niveau des dégagements, des hors-jeux. Ben là, c'est la même chose, c'est une erreur qui venait des arbitres au cadran. Donc, c'est ce qui explique la fin de match aussi confus. Mais en bout de ligne, on a gagné ce match-là. Donc, nous, on était très contents. C'est la première fois que Dawson passe en deuxième ronde depuis plusieurs saisons. Donc, on était contents. Là, on a commencé notre série contre Limoilou. On a perdu notre premier match. On dirait que de jouer contre André Laurando, c'est comme habitué parce que notre dernier match de la saison aussi était contre eux. Puis ça faisait 3 matchs qu'on jouait contre eux. On était habitué de comme à ce niveau-là. Mais Limoilou, c'est une coche supérieure. Là. C'est la meilleure équipe dans la ligue. Fait que la première période a été atroce de notre côté. Ouais. Le temps de s'habituer à la vitesse, ça allait vraiment vite. Puis après ça s'est replacé. 5-0, mais peu importe les commentaires qu'on peut entendre de ce match-là, c'est que le résultat ne représente pas vraiment le match. Je pense que c'est un match qui était quand même plus serré. T'sais, leur 5e but, ils ont marqué, il restait 7 secondes à la 3e période. Donc, c'est encourageant pour vendredi. On a travaillé fort cette semaine, on a regardé beaucoup de vidéos, fait des ajustements. Puis vendredi, on va essayer de créer l'égalité dans la série. Là.
Ben, on va vous le souhaiter d'un. Puis, mais comme tu dis, effectivement, vous affrontez une grosse machine que Limoilou. Donc, évidemment, le défi est très grand. Est-ce que il y a toujours une crainte de dire, ben, regarde, notre victoire contre André Laurando, c'est comme la victoire qu'on pouvait aller chercher, ou il y a vraiment un mode, non, non, nous autres, tu sais, puis je vais poser la question, c'est difficile de la poser comme il faut, dans le sens que tout le monde veut gagner, tout le monde veut se rendre jusqu'à la fin, là, c'est pas ça. Mais tu sais, dans le fin fond de toi, des fois, il y a quelque chose qui te dit, garde, on a gagné ce qu'on avait à gagner, au sens où, tu sais, ça, c'était notre défi d'être l'équipe numéro 4, si on veut. Puis après ça, ben, le reste, c'est du bonus. Ou non, non, il y a vraiment une fin d'aller chercher. Est-ce que tu as sens cette fin-là, puis cette soif-là de vraiment aller causer la surprise, puis aller se rendre jusqu'au bout? Oui, c'est sûr que de battre André Laurando, c'était comme un petit accomplissement pour nous. T'sais, c'est des rivaux. L'année passée, on avait perdu contre eux. On voulait vraiment être identifié comme la 4e équipe dans cette ligue-là. Mais là, je dirais que depuis que la série contre André Laurando est terminée, même le soir, même là, après, dans l'autobus, là, le focus était vraiment sur gagner la prochaine série. Puis on veut être l'équipe qui crée la surprise, puis qui va amener Limoilou à se rendre le plus loin possible. T'sais, là, on part par un. Fait que si on gagne un match, ça va être minimum en 4. On veut les amener à jouer contre nous. Puis que ça ne soit pas juste des répétitions pour eux. On veut vraiment que ça soit difficile et qu'on a une chance de passer au prochain niveau. On le sait que c'est difficile. On le sait qu'on est les underdogs là-dedans. Mais on croit que si on joue comme on est capable de jouer, ben, qu'on a une chance de se rendre au prochain stade. Là. Puis, vous avez toujours le jeune Lortie qui reste la jeune Lortie. Fait que ça on le répète souvent, mais ça reste que c'est toujours l'avantage, pareil, d'avoir une gardienne comme ça. L'autre série, ben, c'est la reprise des finales des 2 dernières saisons. C'est John Abbott contre Champlain-Lennoxville. C'est devenu une grosse rivalité, évidemment. Ça l'est depuis un bout de temps, mais c'est devenu une grosse rivalité du fait de ces moments-là en finale, notamment, qui font une différence. Puis là, Champlain-Lennoxville est allé gagner le premier match de cette série-là, 5-2. Une solide victoire. Puis là, tu sais, on a réussi jusqu'à un certain point à contrôler le gros trio, si on peut dire. Là, ça reste que c'est elles qui ont marqué les 2 buts quand même du match, mais les empêcher de prendre contrôle du match au complet. Est-ce que c'était suffisant, ou si tu as un match qui a fini 5-2, ben, évidemment, il y a un but dans un filet désert, là, mais bon, ça reste que, de ce que j'ai vu de ce match-là, Champlain a joué le match qu'il avait à jouer. Oui, à un moment donné, tu ne peux pas empêcher le talent d'un moment donné marquer ses buts, mais je les ai trouvés très, très solides. À quel point ils vont être capables de continuer à faire ça dans un 3-5 complet, de jouer des matchs aussi solides. Je ne sais pas, mais c'était solide, c'était impressionnant là, comme performance. Oui, bien, Champlain-Lennoxville, moi, depuis le début de la saison, je trouve que c'est une équipe qui est très disciplinée dans tous les sens du terme. C'est surtout dans leur game plan. Nous autres, ils ont un plan de match, puis c'est ça qui suivent, puis tout le monde embarque là-dedans. Ils ont une belle profondeur aussi dans leur équipe. Je fais en sorte qu'ils sont capables de rivaliser contre le. Chacun des trios est capable de rivaliser contre le gros trio de John Abbott. Mais on le sait, cette année, ça a été des matchs explosifs d'un bord puis de l'autre quand ils jouaient contre. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression que cette série-là peut aller n'importe où. Ça va vraiment dépendre de comment que les joueurs se sentent cette journée-là. J'ai l'impression que ça peut finir en 3 comme ça peut aller en 5 et terminer en tir de barrage. Je suis pas capable de voir et de dire OK, moi je pense vraiment que Lennoxville a un avantage, puis ça se finit en 3, ça se finit en 4. Ça peut vraiment aller d'un côté ou de l'autre. C'est une série qui est excitante à suivre, qui va être excitante. Le premier match était excitant, mais là, ça va être excitant à suivre aussi. Le premier trio a quand même réussi à ramasser des points. Les 2 buts, ça vient de leur premier trio. Donc, oui. Il va falloir que, selon moi, si John Abbott veut vraiment avoir une chance de gagner dans cette série-là, il va falloir que les autres trios aident aussi à la production. Ça ne pourra pas juste venir du premier. Mais j'ai hâte de suivre le match de vendredi, voir comment ça va aller. Si Lennoxville prend les devants 2
0 dans la série. Comment va se sentir John Abbott? C'est une équipe avec beaucoup d'expérience quand même. Là. La majorité des joueurs étaient là pour le championnat l'année passée. Donc, ils ont vécu cette adversité-là des séries, surtout contre Lennoxville. Ça s'est rendu en 5 l'année passée. Donc, j'ai beaucoup de difficultés vraiment à voir ça s'en va où, cette série-là. Là. Je comprends ça, effectivement. J'aurais de la difficulté à faire des prédictions aussi. Là, vous jouez votre prochain match vendredi. Champlain Lennox, John Abbott aussi. Dans le fond, vous vous suivez. Là, c'est vendredi, dimanche. Est-ce que vous avez encore des enjeux d'aréna où vous jouez chez vous, où tout se fait normalement, ou vous êtes encore pris là, à cause des horaires bizarres qui vous forcent un peu des fois à déplacer des choses, ou vous êtes correct? Donc, nous, nos disponibilités de glace, c'est les vendredis et les samedis soirs. Et là, tous les matchs de la série qui sont chez nous, donc ce vendredi et vendredi d'après, si on s'y rend, ont lieu à Westmount, à la normale, puisque c'est des vendredis. Puis Limoilou, ben, eux autres, ils ont leur plage horaire régulière à l'Archdrome les dimanches. Donc, dans notre cas, tout va bien. Là, je pense que c'est la même chose du côté de John Abbott. Là, leur disponibilité, c'est les vendredis soirs. Ils jouent les vendredis soirs dans leur série. Donc, tout devrait être de retour à la normale pour cette ronde-là. Là. Bon, excellent. Ben écoute, il ne reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, puis surtout un excellent match vendredi prochain. Pas à John Abbott, excuse-moi, à Westmount pour recevoir les Titans. Fait que merci Léa, et encore une fois, bonne chance. Puis regarde, on va cheerer pour une surprise. Là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Là, ça serait le fun d'avoir ça. On l'a vu dans plusieurs sports cette année. Là, je pense juste au basketball universitaire que le Rouge et Or a créé la surprise. Donc, pourquoi pas nous? Hein? Donc, pourquoi pas? C'est toujours ça. Pourquoi on va travailler pour ça. Excellent. Good. Mais on va suivre ça avec grand intérêt, puis on se reparle la semaine prochaine. Certain. Bye. Bonne semaine. Salut. OK, collégial, la première ronde des séries qui s'est amorcée. Et dans certains cas, c'est même déjà fini. On le sait, ça va vite. Avec les 2 de 3, Denzel, Tristan, évidemment, vous avez regardé tout ça en fin de semaine attentivement. Comment ça va, les gars? Ça va super bien. Good. On avait donc, comme on disait, 4 séries pour commencer. On rappelle aux gens, les 4 premières équipes au classement avaient un bye pour la première ronde. Donc, on se retrouvait avec les équipes 5 à 12. On a eu la série entre Lionel Groulx et Saint-Hyacinthe. Lionel Groulx qui était classé 10, Saint-Hyacinthe 7. Et dès le départ, on a une surprise, entre guillemets, au sens où l'équipe, disons, la plus basse au classement l'a emporté. Victoire de 2-1 le premier match, victoire de 4-1 le deuxième, avec 2 buts dans un filet désert. Donc, on pourrait dire que c'est deux matchs de 2-1. Je vais vous laisser me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, personnellement, ce que j'en ai vu, particulièrement le deuxième match, j'ai été étonnamment surpris par la lourdeur, on dirait, des 2 équipes. Il y avait une lenteur dans le jeu. Il y avait, oui, c'était serré. Oui, c'était peut-être que justement, la robustesse avait eu raison un peu des jambes de tout le monde. Ça manquait de jambes, ça manquait de oomph un petit peu. C'est peut-être ça qui a donné des matchs aussi serrés à bas pointage comme ça. Mais bon, ultimement, c'est Lionel Groulx, l'équipe qu'on attendait plus haut cette année, mais ultimement qui finit par marquer le but de plus à chaque fois contre une équipe de Saint-Hyacinthe dont on espérait peut-être justement qu'elle passe justement dans cette deuxième ronde-là. Il y a une équipe qui aurait peut-être pu faire de bonnes choses. Je pense qu'il aura peut-être manqué le joueur, l'étincelle qui est capable d'aller marquer le gros but au gros moment. C'est peut-être ça qui manquait à une équipe de Saint-Hyacinthe qui était, somme toute, intéressante, mais qui manquait peut-être ce petit détail-là pour faire la différence. Denzel, je te laisse me raconter, toi, ce que tu en as vu de cette série. Mais on parle d'un joueur qui a fait la différence quand on parle au Nordique. Quand on pense au Nordique du collège Lionel Groulx, on pense certainement à l'apport qu'aura eu Jérémy Thériault dans le match numéro 1. On parle d'une performance de 2 buts, même si Esteban Gauthier a été fumant comme on s'attendait, c'est quand même 51 arrêts dans ce match numéro 1 au stade LP Gaucher. Il a dû céder à 2 reprises face à Thériault,
Mais Thériault, c'est vraiment un joueur qui, pour moi, est bâti pour ce genre de match. Un joueur avec un gabarit très intéressant, un bon lancer, il est capable de compléter ses mises en échec. Et c'est peut-être l'élément qui aurait fait la différence parce que du côté de Saint-Hyacinthe, on s'est senti un peu réduit au niveau de l'offensive. On avait peut-être pas la même touche à l'offensive que du côté des Nordiques. On sait qu'ils ont des excellents marqueurs, des excellents finisseurs devant le filet. Puis on a vu cette différence-là. Même si on a eu droit à une série assez serrée, je pense qu'on doit lever notre chapeau à Lionel Groulx, qui aurait quand même fait fi des distractions. On sait que c'est une équipe qui a vécu beaucoup de choses au courant de la saison. Ils arrivent en séries éliminatoires, le moment le plus crucial de leur saison, puis ils arrivent à lever leur jeu d'un cran. Je pense qu'on doit lever notre chapeau à la formation des Nordiques, qui a retrouvé une manière de jouer contre une équipe qui était quand même sur une bonne lancée. Saint-Hyacinthe qui n'a pas à être... Oui, on va être déçus de la tournure des événements, mais on peut quand même être fiers de la saison qu'on a offert. On est une équipe qui est en reconstruction, qui a quand même bâti de solides bases pour la conclusion de cette année. Donc, je m'attends à ce que Saint-Hyacinthe soit déçu, mais qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on a bien fait durant cette série, puis gagner en rythme pour la prochaine saison qui va être tout aussi intéressante pour la formation de Gabriel Doyon. Intéressant, oui. Oui, puis, tu sais, quand on regarde Saint-Hyacinthe, c'est quand même une équipe là, qui a beaucoup progressé dans la dernière année et je dirais même dans les 2-3 dernières années. Là, tu sais, je regarde le classement général et Lauréat était 12e l'année passée. Ils ont perdu leur entraîneur-chef et on ne répétera pas le reste de ce qui est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui est passée de la 12e position à une équipe qui s'est battue pour être dans le top 5-6 de la Ligue. Et les jeunes joueurs de cette équipe-là, donc les Cuevas Belle-Île de ce monde, et les autres recrues qui vont arriver, les vétérans qui vont revenir l'année prochaine, ils vont avoir bâti une identité d'une équipe travaillante, d'une équipe qui ne lâche pas. Je le mentionnais la semaine passée en préambule de séries éliminatoires, cette équipe-là va briller de par la collectivité de son jeu. Et on s'en parlait à micro fermé, Philippe et moi. Du côté de Saint-Hyacinthe, c'est pas compliqué. Il manquait peut-être une touche offensive. Là. Puis, tu sais, je regarde le meilleur pointeur de l'équipe, je pense que c'est Kevin-André Blanchette. Il ne dépasse pas le plateau des 40 points. Alors, c'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile quand tu produis un petit peu moins offensivement. Mais une chose est certaine, Gabriel Doyon a bâti de très bonnes formations pour les prochaines années. J'ai hâte de voir la suite des choses. Et du côté de Lionel Groulx, fait à noter, ils n'ont qu'un seul gardien actuellement. OK. C'est Laplante. Parce que là, Rémi Cloutier n'est pas sur ce qu'on appelle l'alignement des Nordiques. Puis, même chose pour Nathan Cadieux. S'ils sont pour avoir une blessure devant le filet, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver parce que tu ne peux pas ajouter de joueurs affiliés à ce moment-ci de l'année. Puis, c'est ça. Ils seraient peut-être contents d'avoir Esteban Gauthier de leur côté à ce moment-ci, que lui, comme Denzel l'a mentionné tantôt, que sa grosse performance de 51 arrêts, malgré la défaite dans le premier match. C'est un bon point que tu amènes, Tristan, effectivement. Là, si on a une fragilité comme ça devant les filets, ça pourrait être hautement problématique. Si ça arrive, mais regarde, on va toucher le bois qu'on a proche de nous, puis on va leur souhaiter que ce soit ça pas... Ça fait plusieurs matchs que Lionel Groulx n'ont que Justin Laplante devant la cage. J'imagine qu'ils ont prévu que quelqu'un, quelque part, a déjà gardé les buts dans l'atome à un moment donné, qui va devoir remettre les jambières. On va envoyer Denzel devant le filet, là. Ça va faire la job, là. Ça serait certainement une très bonne option, mais pour l'instant, au moins, Justin Laplante, qui est l'homme de la situation, quand même cédé à seulement 2 reprises dans cette série-là, donc je pense que Laplante est entre bonnes mains. C'est sa dernière saison, donc c'est sûr qu'il va vouloir conclure en beauté son parcours à Lionel Groulx. Mais c'est intéressant parce que c'est une affaire qu'on a mentionné beaucoup, les difficultés défensives de Lionel Groulx, d'accorder seulement 2 buts. Je sais que ce n'est pas l'équipe la plus offensive, Saint-Hyacinthe, mais c'était une équipe quand même capable de produire certaines choses.
Puis le premier test, disons, des séries est passé à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Ça peut amener des choses, mais comme je mentionnais, en tout cas, j'espère avoir plus d'explosions dans leurs jambes là, pour les prochains matchs. Peut-être que la pause du fait que la série a été courte va leur permettre de retrouver un peu ça parce que Lionel Gros va en avoir bien besoin, peu importe son prochain adversaire. Deuxième série, là, dans ce cas-ci, le favori est allé chercher la victoire en 2 matchs. Les Janois d'Alma qui ont battu les Dynamiques de Sainte-Foy en 2 matchs, 2-1 et 4-2. Alma, on les voyait évidemment gagner ça, mais Alma a fait du bon boulot. Premier match, ça finit 2-1, mais c'est 52 tirs aussi, là. Donc, offensivement, la machine avançait, la machine roulait bien pour Alma dans cette première série. Donc, chose faite, là, ce qui était prévu est arrivé, puis le travail a été bien fait du côté des Janois. Tristan, je te laisse. Oui, absolument. Puis, il faut donner crédit à Michael Cloutier qui a permis à son équipe de rester dans le coup là, dans les 2 matchs. Je regarde le taux de réussite en avantage numérique pour les Janois. 0 en 7 le premier match et 0 en 3 le second. Quand je vois un 0 en 7 puis que tu as 52 lancés au compteur, aucun but en avantage numérique, c'est parce que Cloutier a été une véritable muraille devant son filet. Il a fait tout un boulot. Il n'a pas à rougir de sa performance. Par contre, comme je l'ai mentionné avant le début des séries, Sainte-Foy était sur une dégringolade avant que les séries éliminatoires commencent. On s'attendait peut-être à ce que ce soit le début d'une nouvelle saison pour la formation de Philippe Tremblay, mais j'ai l'impression que la chute de fin de saison leur a fait mal, leur a enlevé des ailes pour les séries éliminatoires. Puis chapeau à des joueurs comme Jacob Lavoie, Olivier Talbot, Samuel Vigneault, Bouliane, Larouche, bref, tous ces joueurs-là du côté d'Alma qui ont fait tout un travail pour se donner de l'espace et se rendre maintenant en quart de finale. Mais une chose est certaine, j'ai hâte de voir comment Sainte-Foy va se remettre de cette fin de saison-là parce que pour vrai, c'est au-delà d'une 12aine de matchs perdus de manière consécutive. Cloutier a fait les gros arrêts. Alma se rend en quart de finale. Et ce dont je suis surpris, Philippe, dans les années passées, les matchs Alma contre Sainte-Foy, ça amenait toujours beaucoup d'animosité, beaucoup de punitions de rudesse dans les matchs. Pourquoi je dis rudesse, là? Parce que c'est souvent les joueurs qui se prennent entre eux, là, le collet du chandail, là, puis qui ont souvent les gants dans le visage et tout ça. Là. Puis j'encourage pas ça, soit dit en passant. Là. Oh, on l'a senti, là! Mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'il a manqué un petit peu d'émotion dans cette série-là. J'ai l'impression que tout baignait dans l'huile pour les Janois puis que rien ne s'était passé pour Sainte-Foy. Ben, c'est peut-être tout simplement Sainte-Foy, justement, qui était dans un marasme, je vais le dire comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est dur de faire appel aux émotions quand elles sont très, très loin. Là. Fait que, je sais pas, ça peut être ça aussi. Là. En même temps, tu entres en séries éliminatoires, tu n'as rien à perdre. C'est une nouvelle saison. T'sais, Sainte-Foy aurait pu sortir un peu plus en Lyon. Ce qui n'a pas été fait, c'est malheureux pour eux. Puis ils vont revenir plus fort l'année prochaine. Puis c'est correct comme ça. Puis les matchs étaient serrés aussi. Mais en séries éliminatoires, il faut que tu aies un petit peu plus de hang que ça. Là. Ils n'ont pas joué un si mauvais match dans le deuxième, par contre. Il a fallu que Frenette joue quand même, fasse un bon travail quand même. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer en début de match ou en milieu de match pour garder ce match-là. Puis plus le match avançait, Alma prenait les devants, il a monté ça jusqu'à 4-1. Oui, on a amené ça 4-2 au milieu de la 3, là, mais c'était un peu trop tard, tout ça. Malheureusement, mais c'était pas une mauvaise performance dans le deuxième. Je pense juste qu'à un moment donné, on arrive à un point où ça revient peut-être tout à ça, là, l'aspect psychologique un peu de l'affaire. Là, quand on sent qu'on n'est pas capable d'aller chercher ce qu'il faut pour gagner, on dirait que ça ne marche plus, ça ne marche plus. Là. C'est ça. Puis tu ne peux pas dépendre non plus d'un seul homme entre les deux poteaux. Il faut que ce soit
une affaire collective. Exact. Denzel, toi, tu en as vu quoi si autre chose? On a beaucoup abordé cette série-là. Pour moi, le match numéro 1 était le plus important. Si Sainte-Foy avait été en mesure d'aller chercher un résultat, on aurait peut-être eu une série différente. Puis, Michael Cloutier il leur a donné l'opportunité de faire ça. Mais quand on voit le chapitre des tirs, puis qu'on voit qu'en prolongation, Allemand a inscrit 18 tirs et seulement 2 du côté de Sainte-Foy, c'est à se demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux du côté des Janois pour peut-être gagner ce match-là en temps réglementaire. Moi, honnêtement, je lève mon chapeau à Michael Cloutier qui, on a vu lorsque Olivier Talbot marque le but gagnant, il a vraiment été frustré du fait que les Janois là, on remporte ce premier match. Puis lors du match numéro 2, de voir Alma prendre les devants 3-0, on savait que la pente allait être très difficile pour la formation de Philippe Tremblay. Donc pour moi, les dynamiques qui vont devoir revenir plus fort la saison prochaine, on a un beau bassin de joueurs auquel on peut aller chercher des joueurs quand même intéressants dans le programme. On a des joueurs qui vont être de retour potentiellement. Donc, même si on avait une équipe qui était jeune, on a quand même acquis de l'expérience. C'est sûr qu'en perdant, c'est jamais l'idéal, mais il y a quelque chose à faire du côté de Sainte-Foy pour revenir au plus fort de la course. Ça va être intéressant à suivre, en effet, voir comment l'année prochaine on va être capable de tout rebâtir, tout ça. Tu l'as mentionné, on est allé en prolongation dans le premier match de cette série-là. On est allé en prolongation dans le premier match dans la série précédente dont on parlait, Lionel Gros, Saint-Hyacinthe. On est allé en prolongation dans le premier match de chacune des séries, en fait. Et c'est là où je vais en venir avec la troisième série, puis on va en parler évidemment avec Outaouais, Lennox après, mais je veux aller d'abord avec la Flèche Saint-Laurent. Saint-Laurent qui s'en va. En fait, c'est 2 matchs avec miroir, si on veut. Dans les 2 cas, il y a une équipe qui prend les devants 3-1. Il nous reste une période à jouer. On mène 3-1 au début de la troisième. On se fait marquer 2 buts en troisième et on perd en prolongation. C'est Saint-Laurent qui a joué ce tour-là à la Flèche au premier match. Sivaleta qui s'en va marquer. 3 passes de la tour dans le match. Dans le match de retour, si on veut. À ce moment-là, c'est La Flèche qui fait le travail. C'est Voyer qui marque. Et c'est Doucet qui ramasse 3 passes. Écoutez, on en a parlé de ce match-là, on a parlé de Saint-Laurent, la capacité offensive de cette équipe-là, l'expérience de certains de ces joueurs-là. En même temps, on a parlé de La Flèche, une équipe qui est capable d'être structurée. Il a quand même fallu, quand on regarde ça franchement et froidement, une fois que le premier match est joué, victoire de Saint-Laurent, après ça, Saint-Laurent mène 3-1 en arrivant dans la troisième période. On a la chance d'assommer La Flèche, finir la série-là, aller se reposer, se préparer à affronter Thetford. Mais on ne finit pas le travail. Il va se passer quoi avec ça? Est-ce que ça peut jouer dans la tête des gars de Saint-Laurent? Comment on fait ça? Est-ce qu'on arrive à effacer tout ça et à recommencer? Ça va être le travail des entraîneurs là, à ce moment-là de Saint-Laurent de ramener tout le monde. Mais Denzel, je ne sais pas comment tu as vu ça, mais ça reste assez impressionnant et intéressant de suivre ça quand on regarde le déroulement des 2 matchs de la série jusqu'à maintenant. Ben de mon côté, honnêtement, je me demande qui écrit ces genres de scénarios-là au niveau de la Ligue parce que c'est pratiquement un copier-coller, comme tu l'as mentionné, de voir dans le match numéro 1 les Patriotes vraiment sortir des blocs puis après 40 minutes mener au score 3-1. Je pense que c'est quand même déjà une étape qu'on avait quand même bien établie là, du côté de Trois-Rivières d'avoir les devants dans ce match. Mais on a vu que Tristan l'avait mentionné lors du préambule d'avant-série, les vétérans qui se sont levés, quand on regarde les 4 marqueurs du côté des Patriotes, on parle de Gagnon, Gamache, McKenna et Stivaleta, 4 joueurs qui ont vécu la conquête l'année passée du côté des Patriotes. C'est des joueurs qui ont eu un rôle à jouer dans ce match et qui l'ont pris, j'ai envie de dire, et d'arriver lors du match numéro 2, d'avoir les devants 3-1 cette fois-ci, mais de ne pas être en mesure de fermer les livres. Ça veut dire que du côté des Dragons, il y a quand même quelque chose de spécial qui se passe. On marque quand même avec seulement 40 secondes à faire en troisième période à Saint-Laurent, un des endroits les plus difficiles à gagner en séries éliminatoires. Toutes les équipes l'année passée l'ont vécu. Et de voir Charles Voyer, un joueur qui nécessairement n'est pas le joueur qui a inscrit le plus de buts dans sa carrière collégiale, de marquer le but gagnant. Je pense qu'on va être satisfait de pouvoir continuer notre saison du côté des Dragons. Ça laisse place à un match très intéressant au Colisée Jean-Guy Talbot à Trois-Rivières. J'ai hâte de voir qui va être en mesure de faire la différence. On a vu des Bélangers du côté de Trois-Rivières avoir un mot à dire dans cette série. On a parlé de Latour avec ses 3 mentions d'assistance. On assiste à une série vraiment enlevante, puis je pense qu'il faut donner du crédit aux Patriotes qui, même s'ils ont terminé au 12e rang, ne jouent pas comme une équipe qui a accédé aux séries éliminatoires avec la dernière place disponible. Et
avant que Tristan, tu aies de ton commentaire, je veux quand même mentionner qu'au moment où ça va sortir et vous allez écouter notre podcast, vous allez savoir qui a gagné la série. Alors, peut-être que ça vous enlève du fun, mais nous autres, on en a pareil autant à analyser les 2 premiers matchs quand même. Aucune idée, évidemment, ce que ça va avoir donné. Mais n'empêche, Tristan, je te laisse aller juste pour que les gens comprennent que quand vous allez l'écouter, même s'il sort après le match ultime de cette série-là, c'est qu'on a enregistré plus tôt. C'est du hockey de séries éliminatoires, messieurs. Et depuis le mois de janvier, les Patriots du Cégep de Saint-Laurent jouent du très, très bon hockey. Et quand on compare le hockey offert par les Patriots du Cégep de Saint-Laurent en 2024 versus automne 2023, c'est des années-lumière de différence en termes de style de jeu, en termes de désir de vaincre. On sent les vétérans qui veulent plus donner, les Gagnons, les Steve Aletta, les Latour de ce monde. Et je sais que c'est juste le début des séries, mais les 2 des 3 meilleurs pointeurs dans le circuit actuellement en séries éliminatoires, avant, bien entendu, le match numéro 3 de cette série, sont Danick Latour et Jérémy Gamache. Puis je regarde au niveau des points, puis oui, c'est le fun de regarder les points et tout ça, puis nous ça nous sert de contenu, évidemment, mais je regarde la totalité des points, il y a seulement 2 ou 3 points étant des mentions d'aide qui ont été récoltés par des recrues. Je pense à Cunningham, à Cossette, puis je pense que Sacha Bélanger est un joueur recru. À part de ça, c'est tous des vétérans, comme l'a dit Denzel. Donc, ça montre combien ces vétérans veulent gagner là, mais il faut donner crédit au gardien de but Samuel Carreras, qui fait tout un travail pour Saint-Laurent depuis le début des séries. Il leur donne encore plus de souffle. Puis quand je regarde les tirs au but du côté de Saint-Laurent, 54 lancés dans le match numéro 2 et 40 dans le match numéro 1. Puis je regardais les tirs au but dans le match numéro 2, là, 23 tirs pour Saint-Laurent en deuxième période, 20 pour la Flèche en troisième. Tu sais, je comprends pas comment il peut y avoir des hauts et des bas dans cette série-là, mais je pense que ça montre les émotions qui sont vécues dans la série, ça montre le niveau de structure des entraîneurs, la qualité des entraîneurs. Je pense que coach Dumont et coach Archambault sont capables de bien s'ajuster. Et j'ai hâte d'avoir la suite du parcours éliminatoire pour ces 2 équipes-là. Une chose est certaine, cette série-là va dicter qui sera l'adversaire du Boomerang et qui sera l'adversaire des Filons du Cégep de Thetford. Parce que si la Flèche est pour amorcer sa saison de golf à partir de mercredi ou de jeudi, les Patriotes vont jouer contre les Filons et les Janois vont jouer contre le Boomerang. Exact. Oui, c'est la série qui va déterminer toute la prochaine étape. Parce que la 4e série dont on va parler, tout aussi serrée que toutes les autres, franchement, on a eu droit à une performance de gardien assez exceptionnelle dans le 2e match, mais on va commencer avec le premier. Une victoire de 4-3 de Lennoxville en prolongation, on en avait parlé. Victoire de 4-3, mais Mathis Lafontaine est dans une forme splendide. 49 arrêts dans un jeu blanc dans le 2e match pour Outaouais qui s'en va chercher ce match-là 1-0. Garde en vie les Griffons. On va vouloir évidemment... on aurait sûrement aimé marquer un but justement pour remercier, pas marquer un but pour remercier, mais un but de plus pour remercier, je dis Lafontaine, mais en réalité, c'est qu'au premier match aussi, il a affronté 40 tirs aussi. Donc, il joue du gros hockey. Probablement qu'on aurait aimé qu'il puisse se reposer, mais bon, on va lui demander d'en jouer une autre grosse, puis en espérant aller la chercher pour l'Outaouais, parce qu'ils en doivent une à leur gardien. Absolument. Puis, tu sais, je regardais la 3e période de ce match-là avec
l'extraordinaire Denzel Carregaya à la description du match. Il est excellent. Oh oui. Puis je pense qu'il en a perdu sa voix dans ce match-là, à la quantité de lancers que Lafontaine a arrêté. Mais honnêtement, c'était un match incroyable. La fin de match, la quantité de lancers, comment Outaouais bloquait des tirs, même les patineurs bloquaient des lancers. On voyait un niveau d'engagement élevé. Puis je regardais Champlain-Lennoxville, là. Oui, Lafontaine a fait des superbes arrêts, mais il y a eu beaucoup de tirs qui n'étaient pas si dangereux que ça, que les défenseurs ont bien libéré la vue de Lafontaine. Mais moi, ce que j'ai aimé le plus, là, puis c'est la scène de fin de match. Outaouais dégage la rondelle. Je ne sais pas c'est qui le joueur qui l'a reçu. Pierre-Olivier Gagnon. C'est ça. Gagnon a reçu la rondelle sur sa jambe. Puis, tu voyais tous les joueurs célébrer à côté, là. Puis, Gagnon était encore immobilisé au sol avec la thérapeute. Mais tu sais, ça, c'est l'image que dégagent les Griffons depuis le jour 1 de leur arrivée dans la Ligue. C'est un niveau d'engagement élevé des patineurs, des gardiens de but. Et la raison pour laquelle c'est serré comme ça, c'est l'effort, c'est l'efficacité, c'est les gardiens, c'est les joueurs, c'est tout le monde en général du côté de l'Outaouais. C'est une culture d'équipe, c'est un travail d'équipe. Puis, chapeau à Maxime Villeneuve-Ménard, il reste encore un match dans cette série-là. Mais une chose est certaine, Outaouais a joué quand même du très gros hockey, même s'ils ont accordé 49 lancers. Mais, chers auditeurs ou gens qui nous suivent sur le web, internautes, allez voir les dernières secondes du match avec Pierre-Olivier Gagnon qui est immobilisé au sol à la suite d'une rondelle sur sa jambe, sur un lob ou sur une passe. Là. Je ne sais pas comment il a reçu ça, là, mais pour vrai, c'était quelque chose à regarder la fin de match de l'Outaouais. Là. Exact, oui, absolument. Tu fais bien de les amener, mais tu l'as dit, il y a une intensité, puis il y a quelque chose de toujours intéressant avec l'équipe des Griffons. Puis contre une équipe de Lennoxville, puis on en a parlé, Tristan, tu l'as souvent mentionné, l'arrivée de Dominique Desmarais, qui a fait de cette équipe-là une équipe avec un certain grit, un certain style de jeu qui est plus papier sablé, puis on reprend l'expression. Et ça fait du hockey de série intense assurément à jouer, si on regarde les gars, mais à regarder aussi, c'est intéressant. Oui, le deuxième match finit 1-0, mais le premier finit 4-3. Et c'est un match où les Griffons menaient 2-0 quand même. Se font remonter, même que Lennox prend les devants à 3-2. Griffons réussissent à créer l'égalité en milieu de troisième. Et c'est en désavantage numérique quand même qu'on s'est fait marquer le but gagnant. Denzel, bien évidemment, tu as décrit tout ça, fait que analyse-le maintenant. Alors que c'est ça, lors du premier match, je pense qu'on a senti les Griffons être gonflés à bloc là, à Sherbrooke. On a vu 2 buts rapides inscrits par Gagnon et Drew Willem, un joueur qui connaît beaucoup de succès face à Lennoxville. C'est un joueur qui a inscrit 3 buts à ses 3 derniers matchs face à Lennoxville. Donc, c'est un joueur qui est en mesure de faire la différence, mais j'ai envie de lever mon chapeau là, à la formation de Dominique Desmarais, qui, elle aussi, joue un hockey d'identité. C'est 2 équipes qui bloquent énormément de tirs. On pense à des chances de grande qualité que les Griffons ont eues dans les 2 matchs où est-ce qu'on voit un défenseur se jeter. On a vu des blocs importants de chacun des joueurs impliqués sur ces séquences-là. Puis, on voit que ça va jouer sur des détails, cette série-là. Ça fait 5 matchs que ces 2 équipes-là se sont affrontées. Puis, tous les matchs se sont joués par un écart de 1 but. On vient d'avoir une prolongation lors du match numéro 1. Le match numéro 2 qui aurait certainement pu aller en période supplémentaire n'eût été du brio de Mathis Lafontaine. Émile Pagé, qui devant le filet de Lennoxville, est excellent aussi. Donc, ça laisse place à un duel mercredi qui va être très intéressant. On a vu des buts inscrits sur des situations différentes. Les Griffons qui tentent d'exploiter
le jeu en transition. On voit souvent les Cougars se compromettre avec beaucoup de pression qui est appliquée. Et on n'a pas nécessairement la même vitesse pour jumeler certains attaquants du côté des Griffons. Donc, il y a des belles qualités de chaque côté. Les Cougars qui jouent beaucoup de physicalité. On a vu des joueurs imposants s'imposer comme, je pense notamment au capitaine Sirois, Victor Dalpé, Ryan Cronwall, l'ancien du Boomerang, qui lui aussi aime jouer les troubles-fêtes. Donc, ça laisse place à un match numéro 3, un match ultime qui va être très intéressant à Sherbrooke. J'ai hâte de voir la prestance des deux gardiens. Est-ce qu'on va être essoufflé de ce rendement? La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir eu du temps pour se reposer, à vous porter des ajustements qui vont être clés dans cette rencontre-là parce que ça va jouer sur des détails. On a été un peu indisciplinés du côté des Griffons lors des deux matchs. On voudrait éviter le cachot parce que Lennoxville a quand même eu des opportunités assez nettes de s'amener en supériorité numérique. Donc, les deux entraîneurs, Dominique Desmarais et Maxime Villeneuve-Ménard, qui se donnent un affrontement digne de grande classe. Oui, puis, tu sais, moi, quand je regarde le portrait de cette série-là, j'ai l'impression que l'équipe qui va arriver en quart de finale là, entre ces deux formations va arriver là amoché. Ça joue physique, c'est intense, c'est rapide. Là, on n'a pas accès vraiment à l'horaire des matchs de cette série-là pour l'instant. Mais si c'est pour être un très court laps de temps entre le match 3 de mercredi et la possibilité de match vendredi ou samedi ou dimanche, j'ai l'impression que ça va casser un petit peu la fête là, des Griffons ou des Cougars. Là. Alors, du côté des Cougars et des Griffons, ce n'est pas compliqué. C'est de jouer le meilleur hockey possible mercredi. Puis déjà penser à la quart de finale à partir de ce match-là, bâtir sur le match numéro 3 de cette série-là pour arriver prêt en quart de finale, peu importe contre qui ils vont jouer. Là. Ben, tu mets des bons points, puis tu sais, oui, ils vont peut-être arriver à mocher l'équipe gagnante, les joueurs vont peut-être arriver à mocher, mais ils vont sûrement être gonflés à bloc en même temps. Et ça, quand on est déjà en mode série, quand on a joué une grosse série, où est-ce que l'intensité était déjà là, souvent ça arrive quand on est en mode série sur un plus long terme, ça fait plus longtemps qu'on est dans cette approche-là mentalement. Oui, il y a de la robustesse. La robustesse amène quelques bobos, ça c'est sûr. Mais souvent, ça fait des équipes qui sont prêtes dès la première mise au jeu à la guerre. Puis ça peut faire la différence dans des séries qui sont des 2-3. On le rappelle, ça va très vite. Puis ça, on va en parler parce que là, en ce moment, évidemment, au moment où on se parle, les scénarios ne sont pas réglés parce que, tu le mentionnais tantôt, Tristan, dépendamment du résultat de la Flèche Saint-Laurent, ça va avoir un impact. Mais scénario où la Flèche gagnerait, la Flèche se retrouverait contre André Laurando, Alma contre Sorel, Ottawa ou Lennox, peu importe qui gagne, se ramasserait contre St. Lawrence et Lio contre Thetford. Dans tous les cas, là, quand on regarde ça, les équipes qui n'ont pas joué en première ronde, qui sont en pause depuis une semaine et demie ou à peu près, ces équipes-là vont peut-être pouvoir commencer plus lentement une demi-période, une période, mais pas un match. Parce que tu ne veux pas te retrouver tout de suite à faire face à l'élimination de ton deuxième match. Là. Fait qu'il faut entrer tout de suite dans la danse. Et les équipes, puis on l'a vu là, par les années passées, on le voit à chaque année, la série de deuxième ronde, les quarts de finale, tu as une ou deux grosses équipes qui se font surprendre parce que, je dis parce que c'est ça, c'est multifactoriel toujours, mais cet élément-là vient jouer. Puis, tu sais, l'autre fois, on avait une discussion à l'Arena Gadebois après un entraînement ici là, de l'équipe, puis certains membres des opérations hockey ont discussion de tout ça. On se demandait, c'est arrivé combien de fois dans l'histoire de la Ligue que les équipes 1, 2, 3, 4 se sont affrontées en quart et danse. Tu sais, à part l'année passée que c'était une exception, là, toutes les autres années dans le passé, là, il y a toujours eu une équipe 5, 6, 8, 10 qui se faufilent encore en demi, en finale par les autres Griffons. Ça montre la qualité de jeu du hockey collégial, ça montre la beauté de ce produit-là, de la Ligue.
Et les 4 premiers matchs qui se sont décidés en prolongation, d'autres pointages serrés. Parce que, ce que je sache, là, quand on regarde les pointages des matchs là, depuis le début des séries, 4-3, 4-3, 2-1, 2-1, 4-3, 4-1, 1-0, 4-2. Il n'y a pas de varlope là-dedans. Là. Non, puis le 4-1, on le répète, là, c'est le fameux 4-1 où tu as eu 2 buts dans des filets déserts. Donc, bref, ce sont uniquement des matchs serrés depuis le début. Il n'y a pas de varlope, il n'y a pas de 6-7-0. Là. C'est du hockey pur de séries éliminatoires. Je pense que les équipes sont prêtes. Les équipes sont plus conscientes de l'importance de la préparation pour ces matchs-là. Puis ils l'ont vu avec les dernières années. Alors, ça va être super intéressant. Puis, peu importe qui va passer et qui va affronter les Filons ou le Boomerang ou les Rebelles ou les Lions, là, n'importe qui est capable de battre n'importe qui dans la Ligue collégiale Division 1. Absolument. Mais c'est la beauté de la Ligue. Exact. Si on le mentionne souvent, j'ai quand même hâte de voir quand les grosses machines vont embarquer, vont monter dans l'action. Tu sais, Denzel, on en a parlé souvent cette année, c'est ça. Quand tu vois les Filons, quand tu vois les Lions jouer à leur plein rendement, quand ces équipes-là se jouent entre elles, OK, mais quand elles ont décidé là, d'être en mode où est-ce qu'elles jouent leur rôle à leur manière, à plein régime, il y a certaines équipes qui ça paraît, n'avaient pas ce qu'il fallait pour les contrer. Je ne sais pas si c'est ce qu'on va voir en quart de finale, parce que la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être amorcé tout ça. Vraiment hâte de voir. Là, Denzel, je ne sais pas comment tu vois ça. À quel point, est-ce qu'il y a une réelle différence là, entre les 4 équipes de tête et les équipes qui s'en viennent? Les 4 équipes qui sont au repos en ce moment doivent certainement regarder chacune des séries puis se dire qu'on se doit de se présenter, d'être gonflé à bloc puis de débuter le premier match de chacune des séries comme si c'était le dernier match de la saison. On sait qu'on a beaucoup de qualité de chaque côté. On sait que Tedford, St. Lawrence, Sorel, André Rolando ont beaucoup de talent. C'est la raison pourquoi ils ont terminé dans ce top 4. Maintenant, de dire que les équipes qui auront joué en 8e de finale vont avoir un avantage, c'est peut-être un facteur à prendre en considération. C'est que ça peut faire la différence dans une ligue qui est aussi serrée, mais je pense que des équipes comme Tedford, St. Lawrence, Sorel ou André Rolando seront en mesure d'avoir leur mot à dire dans ces duels-là. Ça va être des matchs qui vont être très serrés et c'est des équipes qui sont bâties pour les séries éliminatoires avec des éléments qui pourraient faire la différence. Donc, pour moi, je pense qu'on va assister à des séries vraiment incroyables, un peu comme l'année passée, parce que peut-être on n'a pas eu de surprise comme on y était habitué, mais ça donne toujours de l'excellent spectacle. Puis on sait déjà que ça va débuter en force avec des équipes de grande qualité. Moi, je m'attends à des surprises dans les séries éliminatoires. En sens où est-ce que cette année, on a vu beaucoup de matchs serrés entre plusieurs équipes. Les séries éliminatoires, c'est ce qui veut dire les entraîneurs qui confrontent certains joueurs entre eux. Question d'essayer d'en blanchir un ou deux, plus précisément de la feuille de pointage. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, c'est ces confrontations-là. C'est de voir la suite des choses. Puis, quand on parle de cette fameuse 8e de finale-là, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être un avantage parce que tu as déjà joué des matchs, puis tu bâtis déjà un momentum pour les séries éliminatoires, puis l'esprit d'équipe est créé, pardon, mais il y a le facteur négatif qui est on a joué 2-3 matchs de plus, on a à peine 2 jours de congé en notre match numéro 3 puis le match numéro 1. Il y a certains joueurs qui ont des petits bobos à gauche puis à droite puis qui ont besoin de plus qu'un sac de glace pour soigner le tout. C'est plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais c'est sûr que l'avantage du momentum des équipes de 8e de finale se doivent de s'en servir dès leur match de quart de finale. OK, telle équipe va affronter Champlain-Saint-Lawrence. OK, c'est pas grave. Ils ont déjà gagné 2 matchs sur une possibilité de 3 ou sur 2 matchs. Qui se servent de
ce rythme-là pour bâtir le reste des séries éliminatoires. Tristan, tu as mentionné que tu t'attendais à probablement des surprises, éventuellement. Au moment où on se parle, je vous demande à vous deux, qui, selon vous, est l'équipe la mieux placée parmi celles évidemment en vie, au moment, encore une fois, où on se parle, qui est l'équipe qui est le mieux placée pour, selon vous, créer cette fameuse surprise? Peu importe l'adversaire, peu importe comment ça va se passer. On n'est pas encore dans l'analyse, on ne connaît pas les confrontations, mais parmi là, les 6 équipes encore là, en lice, et évidemment, je ne mets pas le top 4 comme des équipes qui peuvent faire des surprises. Là. Parmi les 6 autres, qui voyez-vous comme l'équipe la mieux placée pour le faire? Moi, je ne veux pas gager ma maison là-dessus, mais je pense que les Patriotes de Saint-Laurent peuvent causer une surprise en séries éliminatoires. Quand je vois la manière comment joue cette équipe-là depuis après Noël, le travail de Tim Archambault et de Derek Bureau, ils ont amené un petit peu plus de profondeur aussi dans leur équipe. Ils ont ramené un Jérémy Gamache. Ils ont ajouté des atouts à leur formation. Puis, la beauté pour Saint-Laurent, c'est que des joueurs comme Cossette, comme Bélanger, comme Cunningham n'ont pas encore débloqué en séries éliminatoires. Si ces 3-là débloquent, dont Louis-Charles Cunningham, qui est probablement un des très bons joueurs de 17 ans à être entré dans la Ligue cette année, s'il est pour débloquer dans la prochaine ronde de séries éliminatoires, moi, je m'attends à ce que Saint-Laurent puisse offrir une surprise, puis puisse battre son adversaire en deuxième ronde. Ceci dit, ils ont une étape à franchir avant. Oui. Ils vont se rendre à la rivière avant de l'avoir traversée. Mais une chose est certaine. C'est pour ça que c'est pas à eux que je pose la question. Mais je pense qu'ils ont des éléments là, qui peuvent aller à leur avantage. Et en plus, ils jouent du bien meilleur hockey que ce à quoi on assistait lors de la première moitié de l'année. Là. Denzel, tu vois qui? De mon côté, je vais aller avec un résultat en continuité, un peu comme Tristan. Je vois Lionel Groulx être en mesure de peut-être brouiller les cartes. On savait que c'était une équipe qui aspirait à un rang un peu plus haut au classement général. Est-ce qu'on va être galvanisé par le fait d'avoir bien joué nos 2 premiers matchs en séries éliminatoires face à Saint-Hyacinthe? Je pense que oui. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas la même profondeur que Saint-Laurent, étant donné qu'on doit beaucoup se fier à des joueurs qui, on connaît leur talent, des Thériault, des Théoret, des Brassard. Et on a vu un certain Leduc venir s'inscrire à la marque. C'est un joueur qui, on sous-estime beaucoup dans le circuit collégial, que j'affectionne quand même beaucoup. Un joueur qui est bassé pour les séries éliminatoires. Si on est en mesure de faire partir la machine avec défensive qui est quand même expérimenté. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un Chicoine et un Lebeau à la ligne bleue avec un Justin Laplante qui, pour l'instant, joue du bon hockey. Est-ce qu'on va être en mesure de faire en sorte que la formation de Charles Dupéré vienne brouiller les cartes? Je pense que si j'ai un 2$ à mettre sur une formation qui est encore en vie, j'ai envie de mettre mon 2$ sur les Nordiques. Intéressant. Hâte de suivre ça, hâte de regarder ça. De mon côté, ça me tente d'y aller avec un Griffon de l'Outaouais. Mathis Lafontaine, moi, quand je vois un gardien partir en feu comme ça, suffit des fois d'avoir un Christopher Talbot qui allume ou qui décide de se mettre à marquer un Mathis Paris. Il y a du monde comme ça là, qui peuvent des fois connaître des étincelles ici et là. On ne sait jamais. Ça se peut qu'il n'y aura aucune surprise non plus. Ça reste à voir. Merci les gars. Un excellent segment. On a fait un bon tour. J'espère que les gens apprécient autant de nous écouter qu'on apprécie ensemble le faire. Puis, on se retrouve la semaine prochaine avec le début de la 2e ronde, première pour certaines équipes, mais le début des quarts de finale au collégial Division 1 hockey. Merci encore les gars. À la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Entrevue de la semaine passée, j'ai reçu le MVP du championnat canadien de basket universitaire. Cette semaine, je reçois la MVP du tournoi de hockey universitaire, Jessie-Maude Drapeau des Stingers de Concordia. Bonjour. Allô. Écoute, fantastique encore une fois, une grande équipe, mais
toi, parmi tout ce grand groupe, tu as réussi, ou en tout cas, on t'a choisi pour être la joueuse par excellence. Parle-moi de cette extraordinaire équipe que vous êtes. Ça fait 3 ans, dans le fond, que vous êtes très, très dominante. L'année passée, une défaite par une micro-virgule qui aurait pu faire en sorte que c'était un troisième titre consécutif canadien, sans embarquer là-dedans. Le dernier là, que vous venez de vivre, là, c'est tout frais comme émotion. Tu as participé à un paquet d'émissions, notamment l'antichambre à RDS. C'est gros, c'est cool. Comment tu vis tout ça, là? On vit ça avec beaucoup d'excitation. Justement, tu te parlais de la défaite de l'année passée. Je pense que ça l'a beaucoup motivé notre victoire de cette année. Ça a vraiment fait mal. Je pense que on peut en reparler. La majorité de l'équipe, ça a été une des défaites qui a fait le plus mal dans notre carrière. Puis, je pense pas qu'on a revécu cette fin dramatique-là souvent dans notre carrière. Fait que, ça nous a pris un bon 5 mois avant de passer au travers. Puis en septembre, quand on est tous revenus, les nouvelles ont embarqué là-dedans. Les filles qui étaient là l'année passée, on avait une extra motivation cette année à aller chercher ce titre-là. Fait que ça a été dur, mais en même temps, avec ce qu'on a vécu dans les derniers jours, ça en vaut la peine. Puis l'équipe qu'on avait cette année était incroyable. On était tellement dominante, talentueuse. On voulait apprendre, on voulait se pousser entre nous. Fait que je pense que c'est ça qui a fait notre succès. On était une bonne équipe, talentueuse, mais on voulait plus que ça. On savait qu'il allait falloir qu'on travaille fort pour aller chercher ce titre-là, puis on a réussi à l'accomplir. Et ça paraissait que ce n'était pas nécessairement simple, mais en même temps, on voyait toute la qualité de votre équipe match après match. Tu as mentionné qu'au début, justement, vous avez été 5 mois, dans le fond, à probablement ressasser la défaite. Tu as juste hâte de retourner sur la glace pour aller battre quelqu'un. Puis... Mais ça reste que Caroline ou Julie, une de vos coachs mentionnait ça dans les médias, vous êtes arrivé top shape. Donc, il y a une question aussi que vous vous êtes préparé dans la saison morte. Comment vous avez intégré justement aussi, tu parlais des recrues, là, des nouvelles qui sont entrées, qui ont embarqué là-dedans. Comment vous avez fait pour leur faire ressentir ça, justement, votre urgence à vous que vous veniez de vivre? Oui, on a beau le savoir, mais embarquer là-dedans, là, est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que vous avez parlé à ces filles-là? Comment ça s'est passé? Je pense que la majorité, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé, ils en ont entendu parler, mais quand on est vraiment arrivé au camp et on a vu notre niveau de commitment, on était tellement on s'était tellement entraînés tout fort, nos résultats des tests physiques le montraient qu'on était prêts. Puis, toute la saison, le plus que tu es en shape, le mieux que tu vas performer sur une saison de 8 mois. Puis surtout, le format des championnats canadiens, 3 matchs en 4 jours. Je pense que c'est l'équipe la plus en shape qui va gagner le tournoi. Si tu es capable de jouer 3 matchs à 100%, ça te donne les meilleures chances de compétitionner. Fait que je pense que c'est à ce moment-là au camp d'entraînement qu'ils ont vu que, eux autres et tous sont arrivés, ils ont fait leur travail par eux-mêmes parce qu'on les a pas vus l'été nécessairement. Mais quand ils nous ont vus arriver, qu'on était tous très motivés, oui, on en parlait ici et là, mais c'était dans le passé, mais on l'utilisait plus comme motivation. Mais on a tous vu, tout le monde avait tellement hâte d'être là, tellement hâte de compétitionner. Puis tout au long de l'année, on a pu le voir match après match. Puis on remportait les matchs. Mais on savait que le plus important, c'était après la saison. Mais c'est fou de voir que les jeunes voulaient autant que nous. Je pense qu'ils avaient ressenti puis ils avaient vu à quel point ça nous avait fait mal. Puis on voulait venger ça dans le fond. Vous avez une équipe puis une organisation, puis je le sais que les victoires, comment je pourrais dire, attirent les talents après ça et compagnie. Puis, mais ça reste que, de voir, exemple, une Émilie Lucier qui arrive et qui, malgré tout le talent qu'il y a dans votre équipe, finit meilleure marqueuse de l'équipe. Vous avez Ariane Leblanc qui était dans les filets, qui a été la meilleure gardienne, mais qui se blesse malheureusement à la fin. Puis Jordan Verbeek joue comme si c'était elle, la meilleure gardienne. Tout ça, là, cette profondeur-là, puis malgré le fait que, comme je dis, il y a une recrue qui arrive, qui trouve le moyen d'être la meilleure, il y a un élément d'équipe qui transparaît quand on vous regarde jouer. Oui, il y a une profondeur de jeu et tout, mais être capable d'intégrer des nouvelles comme ça, puis les rendre, faire en sorte que c'est une affaire d'équipe malgré tout, là, les rendre bonnes en partant. Il y a quelque chose qui est spécial aussi. C'est pas donné à toutes les équipes, justement, d'être capable de rendre les jeunes si
si bonne et efficace tout de suite, malgré le fait que vous étiez déjà, vous autres, très forts. Arriver là puis penser que tu vas passer en avant des Mifecto puis de Rosalie Bégincé dans les points dans la saison, c'est pas donné, là, tu sais. Non. Ben, c'est sûr que quand tu compétitionnes avec les meilleurs, que tu pratiques avec les meilleurs à chaque jour, ça va nécessairement te rendre meilleur. Fait que je pense que c'est un avantage de pouvoir être dans une équipe que à chaque jour, on est toutes des compétitrices, on va toutes se pousser. Puis je pense que c'est ça qui a fait notre succès tout au long de l'année. On était capable de se pousser à chaque pratique. C'est plus que remporter des matchs. Il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas qui est fait à l'extérieur de la glace. Fait que Emilia a travaillé très fort cette année, on l'a poussé. On savait qu'on avait des bonnes recrues qu'on était capable de développer. Puis, ils ont vraiment embarqué là-dedans. C'était des compétitrices. On est une équipe de compétitrices. Le nombre de fois qu'on s'est ostiné à la fin d'une pratique parce qu'on ne gagnait pas le mini-jeu à la fin de la pratique. Fait que, je pense que c'est vraiment dans notre ADN. Le monde arrive, ils veulent compétitionner. Puis, c'est ça qui fait qu'on est autant de succès. Cet élément compétitif-là, il est positif, évidemment, dans la victoire, mais comment on fait pour garder l'équilibre entre le fun et la compétition? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que ça reste agréable dans tout ça. Il faut que ça reste, on sente qu'on n'est pas juste en train de se battre contre la personne de notre équipe, mais avec. Comment ça se passe, ça? Ben, c'est sûr que c'est de quoi qu'on parle souvent, une healthy competition, comme garder ce sain. Mais je pense qu'on a été vraiment bonnes tout au long de l'année. On se rappelle souvent que c'est un jeu, il faut avoir du plaisir. Puis quand tu gagnes des matchs, nécessairement, ça va bien aller. Fait que, on gagnait des matchs, mais on savait qu'il fallait continuer à pousser. Puis des fois, tu peux gagner des matchs, te dire que tout va bien, puis tu arrêtes de travailler, mais ça n'a jamais été vraiment nous. Fait que je pense que c'est ça qu'à la fin de la journée, on a été capable de remporter les 2 championnats, mais non, on s'est rappelé souvent que c'est un sport qu'on fait parce qu'on aime, puis c'est en se poussant, en étant compétitive, mais en se respectant nos limites qu'on va avoir du plaisir et qu'on va être capable de gagner ces 2 championnats-là. J'ai reçu Rosalie Bégincé entre la demi-finale et la finale, puis vous veniez de gagner 13-0 après avoir perdu un match. Puis évidemment, on parlait de ça reste, ça reste quand même extraordinaire. Mais il est arrivé à peu près la même affaire en finale, au sens où c'est pas le deuxième match, c'est le premier que vous avez perdu, mais après ça, 2 victoires très, très convaincantes. Ces moments-là, ces défaites-là sont arrivées, pour des raisons différentes. Là, évidemment, le match contre Ottawa, je pense que vous aviez tiré 60 fois, puis à la fin, vous ne gagnez pas le match. Je dis, c'est quoi les probabilités? Mais ça, c'est une chose. Est-ce que ça vous a créé un doute ou est-ce que ça a fait en sorte que vous êtes arrivé puis vous avez fait encore plus attention à des détails, des choses comme ça? Parce que ça reste un do or die, le championnat canadien. Tu pourrais arriver puis tirer 60 fois, perdre le match pareil. Fait, qu'est-ce qui faisait que tu dis, OK, est-ce que c'est resté dans votre tête, cette réalité-là, cette possibilité-là? Comment vous avez abordé le fait d'un do or die, justement? Je pense que les 2 défaites qu'on a eues sont arrivées à un bon moment pour notre équipe. Pas perdre l'année, arriver au champion canadien, puis que ce soit un do or die, je pense que c'est dangereux. Fait que le match à Ottawa, on a bien joué, on n'était pas frustrés de nous-mêmes. Si on avait mal joué puis qu'on n'avait pas suivi notre plan de match, ça aurait peut-être été différent, mais là, on savait que si notre mentalité, c'est vraiment trust the process. Si on avait fait les bonnes choses à ce moment-là, on allait ressortir le lendemain forte puis gagner ce match-là. Fait qu'on n'a jamais douté de nous. Puis la même chose pour la finale contre les Carabins. On a bien joué ce match-là. Il y avait quelques ajustements à faire. Le lendemain, on a exécuté le plan de match à la lettre. Puis encore là, le dimanche, en remportant 14. Fait que je pense que ces 2 défaites-là ont vraiment montré notre caractère. On ne savait pas comment on allait réagir, comment que nos jeunes allaient réagir aussi. Puis la manière qu'on a ressorti après ces 2 défaites-là, ça a montré beaucoup de notre caractère d'équipe. Fait on avait tellement confiance en arrivant au championnat. On savait que nos coachs, ils scoutaient qu'on allait avoir un plan de match à exécuter, puis on l'a exécuté à la lettre. Puis, on était tellement confiants en nos moyens. Puis, il y avait peut-être une petite peur au courant de l'année de se dire que tu n'as pas perdu, tu arrives là. Si tu perds un match, c'est fini. Mais de la manière qu'on a vraiment ressorti après ces 2 défaites-là, je pense que ça a vraiment prouvé qu'on était capable
de tout gagner cette année. Fait que je pense que ça a été arrivé à un bon moment. Puis juste en arrivant au championnat, on avait confiance en nous, confiance en nos moyens, puis confiance en notre équipe. Fait qu'il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter à ce moment-là. Ben, ça paraissait sur la patinoire. Il y avait une cohésion, puis il y avait une discipline dans votre jeu aussi. J'ai entendu plusieurs des filles mentionner, souvent ramener ça à nos coachs nous préparent bien, nos coachs, oui, mais nos coachs. Puis il semble avoir un respect, puis on pourrait le comprendre de loin parce que Julie Chu, Caroline Ouellette, ça reste des grands noms même dans l'histoire du hockey féminin. Il y a quelque chose là, mais ça reste que visiblement, elle trouve une bonne manière de vous faire appliquer ça parce que oui, le talent est là, mais la structure de jeu, la façon dont vous jouez, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une adhésion, clairement un concept d'équipe dans tout ça. Qu'est-ce qu'elles font de si spécial, ces deux coachs-là qui vous font tout le temps ramener « Ouais, mais nos coachs nous préparent. Oui, mais nos coachs nous préparent. » C'est récurrent dans les discours des filles de ton équipe. On est vraiment chanceuse d'avoir, je pense, deux des meilleurs coachs au monde, honnêtement. Ils connaissent tellement ça. Ils ont été des bonnes joueuses, mais leur manière de coacher, d'enseigner est vraiment exceptionnelle, honnêtement. Oui, on est talentueuse, mais on a tellement d'outils pour performer. Une équipe veut nous contrer d'une manière, ben ils vont nous donner une autre manière de pouvoir les attaquer, de pouvoir les défendre. Fait que, c'est fou le nombre d'heures qui passent pour qu'on ait ce succès-là, que personne voit le scouting, regarder toutes les autres équipes. Pas juste un match, c'est regarder tous les matchs qu'ils ont joué cette saison. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Puis on a vraiment beaucoup de respect pour eux. Puis justement, je pense que vu qu'on a du respect pour eux, à chaque match, on veut se battre pour eux, on veut avoir la victoire pour eux. Puis juste pouvoir gagner ce championnat-là après ce qu'on a vécu l'année passée, c'est vraiment incroyable. Ça avait fait de mal à eux aussi. Puis on savait qu'on était préparés. Mais cette année, on s'est dit comme on va faire ça pour eux. On a l'équipe pour, mais ils mettent tellement de temps et d'efforts pour ça. C'est juste incroyable, la chance qu'on a, on s'en rend pas compte parce qu'on les côtoie à chaque jour, mais après ça, en prenant du recul, justement, après avoir remporté ce championnat-là, ça fait quelque chose, puis on se rend compte à quel point qu'on est chanceux de les avoir. L'an prochain, en fait, quand vous avez gagné votre championnat il y a 2 ans, il y a un paquet de vétérans qui sont partis. On pouvait se poser la question, quel impact ça va avoir, parce que ça reste du haut talent, de l'expérience qui partait d'un coup. Vous êtes arrivé, vous avez passé proche de gagner la finale, vous avez gagné cette année. Mais là, encore une fois, des Amy Fecteau, des Rosalie Bégin-Cyr, il va y avoir quand même encore un fameux cycle. Là. On joue c'est du hockey universitaire, il y en a qui finissent leur parcours. Comment tu vois la suite, justement? Est-ce que, cette façon de justement contribuer à garder un peu vivant la réalité de ces filles-là, l'expérience de ces filles-là, ce qu'elles apportaient, ce qu'elles vous ont apporté. Comment tu penses pouvoir ramener ça puis transposer ça, mettons, dès l'an prochain, dans le fond? C'est drôle parce que l'année passée, au début de l'année, on s'est dit, là, on pensait un peu à ça, on avait tellement perdu de gens qu'on avait, on était comme, OK, ça va être une année de reconstruction, mais finalement, on s'est rendu au championnat national, on a perdu en prolongation. Fait que, je pense qu'on a vraiment créé de quoi à partir de l'année qu'on a gagné, il y a 2 ans, que les leaders de cette année-là, la culture qu'ils ont instaurée, je pense que c'est là pour rester. Puis, même moi, je suis déjà rendue dans le groupe de leadership, puis j'ai tellement appris de le groupe que je suis rentrée que je pense que maintenant, ça va juste être à chaque année un cycle que les jeunes embarquent, eux autres du milieu deviennent des leaders, puis les coachs ont tellement mis d'efforts pour avoir une bonne culture, pour avoir une culture gagnante, que je pense que c'est là pour rester. Puis, justement, l'année passée, on ne savait pas qu'on allait se rendre là. Cette année, on s'est dit, là, on s'est rendu l'année passée, pourquoi pas cette année? Puis je pense que ça va être la même chose l'année prochaine. Oui, on perd des gros morceaux, mais je pense que les filles se font tellement bien développer à Concordia, justement, avec les coachs qu'on a, je crois qu'on pourrait encore gagner un autre championnat l'année prochaine. Bien, visiblement, il ne faut pas compter contre vous autres, ça c'est sûr et certain. L'année prochaine, justement, il va y avoir un gros changement quand même. Il y a 2 équipes qui quittent la Ligue. Vous allez vous retrouver avec une équipe à 4, une Ligue à 4, excuse. Je sais qu'il y a des
tractations, des discussions qui se passent pour essayer de jouer des matchs hors concours avec des équipes des Maritimes notamment, puis essayer de faire d'autres événements pour rajouter un peu de match et un peu de compétition dans votre saison. Quel impact tu penses que ça peut avoir, ça, sur le fun que vous avez dans votre ligue? Parce que là, on dirait que ça allait bien, là, à 6 équipes. Tout le monde à qui je parlais, il semblait être le nombre idéal, c'était parfait, ça allait bien. Et là, de retomber à 4, affronter tout le temps même 3 équipes, est-ce que c'est quelque chose auquel, moi, je comprends que ça fait quelques jours que vous avez gagné le championnat, tu n'as probablement pas ça en arrière de la tête constamment, c'est sûr, mais j'en profite pour te poser la question, est-ce que vous voyez ça comme étant un problème pour l'an prochain ou comment vous l'abordez? Je pense pas que ce soit un problème. Je pense que ça peut être épeurant un peu dans un sens parce qu'on n'a jamais vécu ça. Puis, d'affronter toujours les mêmes équipes à chaque mois, ça peut devenir long, mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont mises en œuvre. Fait on a confiance en ce que la Ligue va sortir, en ce que nos coachs peuvent faire pour pousser à trouver la meilleure solution possible pour nous, pour continuer à nous développer, pour continuer à compétitionner. Fait c'est pas trop stressant pour l'instant, mais on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver, ça va être quoi le plan de match, mais je pense que présentement, on peut pas contrôler ce qui se passe. Fait que c'est juste attendre de voir qu'est-ce que la Ligue va mettre en place. Puis là, vous avez fini première, évidemment. Carabin, troisième. Le hockey au Québec, veux pas, on voit que les équipes d'ici sont très, très, très solides. Au niveau du recrutement, évidemment, je sais que ce n'est pas toi qui fais le recrutement, mais tu fais partie, tu as fait le choix à un moment donné, toi, de venir à Concordia. Les filles autour de toi, évidemment, c'est la même chose, mais assurément que tu as croisé un paquet de filles aussi sur ton chemin qui ont décidé d'aller aux États-Unis, qui ont décidé de faire autre chose. Quand tu vois justement ce que ça t'apporte de jouer pour Caroline et Julie et avec les joueuses avec qui tu joues, est-ce que si tu avais à jaser avec une fille qui joue au cégep en ce moment et qui a se poser des questions, est-ce que c'est quelque chose que tu vraiment suggérerais de dire non, reste ici, tu vas avoir aussi bon? Comment tu vois ça? Parce que probablement que tu as même réfléchi, toi à l'idée d'aller ailleurs qu'au Québec, là, je ne sais pas. Oui, mais je pense que le hockey féminin au Québec s'est vraiment développé durant les dernières années. Je pense pas que le niveau était nécessairement pareil il y a une couple d'années, mais je pense que ça gagne à être connu justement avec Caro et Julie. Moi, c'est ça qui a fait pencher dans la balance. Je pense que le mieux que tu es entouré, je pense que c'est les coachs qui te développent et qui vont t'amener à ton plein potentiel. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en place. Il y a peut-être plus d'argent aux États-Unis, mais le hockey féminin québécois, présentement, je pense qu'il gagne à être connu. Puis, je serais curieuse de compétitionner contre une équipe. On compétitionne en pré-saison contre les équipes de la NCAA, puis on gagne nos matchs. Fait que je pense que le niveau est pareil. Notre équipe est tellement talentueuse. Il y a plein de filles qui auraient pu aller dans ces équipes-là, mais je pense qu'il faut prendre le temps de voir le niveau est rendu à quoi maintenant. Puis c'est plus comme c'était avant. Puis on offre quand même beaucoup de choses comparativement à ce qu'on offrait avant. Fait que, le niveau, je pense qu'il est rendu autant meilleur. C'est juste, après ça, est-ce que ça dépend des études, ça dépend tellement d'autres facteurs que juste. Ah, ben oui. Il y a tellement de choses à prendre en compte, mais honnêtement, pour une fille qui veut se faire développer, je pense que Concordia, avec les coachs qu'on a, on est en business. Puis avec les résultats que vous avez, je pense que le pitch de vente est bon pour ça. Mais évidemment, vous êtes des étudiantes athlètes, fait que là, vous faites gagner un championnat le dimanche soir en Saskatchewan, et puis là, tu as quand même des études, des travaux, des devoirs, des examens. Ça gère comment, ça? Ben, on est habitués, là, toute l'année, avec les games, les séries, on joue la semaine. Fait que ça prend vraiment beaucoup de discipline. Puis je pense que c'est en nous, quand tu es une étudiante athlète, tu n'as nécessairement pas le choix de le développer. Fait qu'on est habitués, mais là, c'est sûr que partir une semaine à l'extérieur, ça en manque pas mal. Mais là, on a juste le temps pour ça, pour se concentrer à l'école. Fait que ça va être correct. On a plus à passer 6 heures par jour à l'aréna. Fait que ça va être beau.
Mais là, est-ce que le party a duré 3 jours puis vous avez eu ça en plus? Ou... juste dimanche en Saskatchewan. Juste dimanche en Saskatchewan. Puis ce qui se passe en Saskatchewan reste en Saskatchewan, c'est ça? Ouais. C'est bon. Excellent. Je te pose la question. Toi, il te reste, dans le fond, c'était ta 3e année d'éligibilité. On en a parlé juste avant d'entrer en ondes. Dans le fond, c'est ta 3e année d'éligibilité, mais dans le fond, c'est parce que tu es rentré l'année COVID. Fait que théoriquement, il te reste 2 ans où est-ce que tu aurais le droit de continuer à jouer. Oui. As-tu un plan de match pour faire ces 2 ans-là? Est-ce qu'il te reste juste 1 an? Est-ce que tu as déjà pensé à tout ça? Mais dans le fond, je viens de finir mon major en psychologie. Fait que là, je me suis ajouté une major pour jouer au hockey. Fait que je pourrais partir à n'importe quel moment, mais je pense que, tu sais, présentement, avec l'engouement qui se passe avec la Ligue professionnelle, si ça serait un de mes objectifs de pouvoir jouer dans cette ligue-là, je pense que peut-être le plus que j'attends, le plus que j'aurais des chances de pouvoir jouer dans cette ligue-là, parce que présentement, ce sont 6 équipes, puis ça vient de commencer, ça vient d'émerger. Fait que je pense bien faire 2 autres années à Concordia. On est tellement bien entouré, on est tellement bien pris en charge. Je vais continuer à me développer, ça va super bien. Puis, le but ultime serait probablement après d'être drafté dans la Ligue dans 2 ans. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer l'année prochaine aussi. Je pourrais graduer l'année prochaine, puis après ça, voir les possibilités. Mais je pense que ce serait plus réaliste de rester 2 autres années à Concordia. Dans le fond, tu n'as rien à perdre parce que, comme tu dis, bon, tu as fini un major. Dans le fond, tu continues des études, fait qu'il n'y a rien de perdu là-dedans. En même temps, tu continues ton développement. OK, c'est comme un win-win là, au bout du compte pour toi et n'importe qui d'autre, dans le fond, qui est dans ta situation. Exact. Maud Drapeau, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que tu es ultra occupé parce que tu es rendu une star là, maintenant que tu as été la joueuse par excellence. Tout le monde prend le temps de te parler, tout le monde veut te parler. Fait que merci d'avoir pris le temps de me jaser aujourd'hui puis de parler avec les gens qui vont nous écouter parce que c'était très agréable. Puis surtout, je te souhaite une bonne fin de session, un bon été, puis on a bien hâte de te revoir l'année prochaine sur la glace. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'est gentil. Salut. Bye.